Mathieu Torder, bonjour. Vous êtes le plus jeune explorateur à avoir allié à ski le pôle Sud en solitaire et sans assistance. Ça, c'était il y a 4 ans. Depuis, vous sillonnez les pôles, les banquises pour alerter sur le réchauffement climatique. Et vous rentrez tout juste d'un nouveau périple. Vous avez atterri ce matin à Paris. Vous étiez où cette fois? Alors cette fois, j'étais de l'autre côté. L'expédition que vous avez mentionnée, elle était en Antarctique. Là, moi, j'étais de l'autre côté, donc en Arctique, dans l'Arctique canadien, sur un endroit qui s'appelle le Passage du Nord-Ouest. Le Passage du Nord-Ouest, c'est un passage maritime qui est au nord du Canada, qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Mais c'est encore l'hiver là-bas, donc c'était tout gelé. Donc j'étais sur la banquise arctique. Qu'est-ce qui vous intéresse là-bas? En fait, les mondes polaires, d'une manière générale, les glaciers, les calottes polaires, la banquise, ce sont des régulateurs du climat. Et moi, je fais des expéditions, des aventures un petit peu aux 4 coins du monde pour essayer d'alerter, pour essayer de témoigner des bouleversements qui se passent sur la planète et notamment sur les mondes polaires. Et on l'oublie assez souvent, mais ces calottes polaires, elles sont extrêmement importantes pour réfléchir de la chaleur, pour réguler le climat mondial. Et donc, l'idée avec cette expédition était de ramener du contenu, de témoigner, de sensibiliser. Et donc, je me suis attaché à partager cette aventure en temps réel pour montrer un petit peu, donner des clés de compréhension de ce qui se joue au pôle. Ça fait 4-5 ans maintenant que vous sillonnez les pôles. Est-ce que c'est visuellement visible? Est-ce que c'est progressif? Ou est-ce que ce réchauffement climatique est plus brutal? Le réchauffement climatique, il est réel. Il suffit d'aller voir la mer de glace à Chamonix, qui est pas très loin de chez nous, pour se rendre compte à quel point les glaciers reculent. Mais vous, quand vous visitez ces contrées-là, vous le voyez? À quoi vous le voyez? Alors, moi, du haut de ma petite expérience, je peux pas vous dire, comme un Jean-Louis Etienne, ça fait 50 ans, 60 ans que je parcours les mondes polaires et que je les vois changer. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, mais je me fie aux témoignages qu'on me confie. Quand on est allé sur cette banquise arctique au Canada, on a rencontré beaucoup d'Inuits qui vous disent, voilà, les ours sont moins présents, les ours vont chasser d'autant plus loin puisque la banquise est moins accessible. Tous les ans, ils racontent que la banquise, elle gèle plus tard, elle dégèle plus tôt, etc. Donc moi, je peux me faire le rapporteur, le témoin, le passeur, si vous voulez, de ce qu'on me confie sur place. Et après, j'y retourne régulièrement pour essayer de, moi, me faire ma propre analyse. Mais ne vivant pas là-bas, je peux que témoigner de ce qu'on me rapporte sur du Alors, le réchauffement climatique, maintenant, on en parle depuis quelque temps. Les rapports du GIEC reviennent régulièrement. Vous n'avez pas peur que ça devienne comme un bruit de fond auquel on ne fait plus attention? Je crois que ça, c'est un risque. Je crois effectivement que les rapports du GIEC sont extrêmement importants, mais je crois que les scientifiques ont besoin d'aide, ils ont besoin de témoins, ils ont besoin d'ambassadeurs. Et la science, elle est évidemment importante, et les scientifiques alertent et le font très bien. Mais moi, je me suis donné, si vous voulez, un petit peu le rôle de témoins sur la planète. Et je pense qu'on a besoin justement de personnes qui vont sur le terrain, qui rapportent des images. Et moi, mon activité aujourd'hui, c'est de faire de la vulgarisation de la science par l'aventure. Oui, alors... Et ça, c'est ce qui permet d'accrocher justement l'intérêt, l'attention du grand public, parce qu'on se raccroche assez facilement à des aventures sur la banquise, des aventures dans des contrées lointaines, parce que ça fascine, parce que ça fait rêver. Et si on peut y ajouter un petit peu de dimension environnementale, de dimension de sensibilisation et de pédagogie, pour moi, c'est un combo gagnant. Mais avant la sensibilisation, qu'est-ce qui vous a porté vers ces contrées? Très hostile, hein, parce qu'en Antarctique, il fait tellement froid qu'il n'y a même pas un seul virus qui est capable de survivre à ces températures. Oui, effectivement, l'Antarctique, c'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux de la planète. Donc c'est un continent qui est gigantesque, qui fait 26 fois la taille de la France. Donc il faut s'imaginer vraiment un immense désert polaire. Moi, j'y ai été attiré pour des raisons personnelles. La première, c'est que j'ai été fasciné, moi, par les récits des premiers explorateurs de ce continent. Des noms comme Scott, Amundsen, Paul-Émile Victor, Jean-Baptiste Charcot évoquent peut-être à nos téléspectateurs des souvenirs plus ou moins lointains, mais c'est des aventures absolument épiques. Et moi, de ma petite âme d'explorateur, d'aventurier, j'avais envie de me retrouver dans les situations qu'ils avaient peut-être pu vivre. Alors évidemment avec l'équipement et la technologie du 21e siècle, mais c'était pour moi un peu l'aventure ultime, si vous voulez. Ou enfin, à ce point ultime que vous êtes parti sans assistance, sans nourriture. Comment vous avez fait pour la nourriture? La nourriture, il faut partir avec tout ce dont on a besoin. Donc j'avais dans un grand traîneau de la nourriture pour 50 jours d'expédition. Et donc j'avais comme ça préparé 50 sacs avec le petit déjeuner, le dîner. Et effectivement, une fois qu'on
qu'on est en Antarctique, il n'y a plus de supermarchés. C'était les bonnes proportions Ouais, il faut. Avec l'expérience, on parvient à savoir exactement ce dont on a besoin, mais c'était beaucoup de calories. Moi, j'avais embarqué 6500 kilocalories par jour, donc c'est à peu près 3 fois l'apport journalier d'une personne en temps normal. En 50 jours, on se décourage parfois. Oui, on se décourage parce que l'Antarctique, c'est un grand désert tout blanc, il fait jour en permanence. Il y a des humains qui sont en Antarctique, mais ils sont confinés dans des bases scientifiques. Donc forcément, vous les avez rencontrés? Alors à l'arrivée, il y a une base scientifique au pôle Sud, qui est une base américaine qui s'appelle Amundsen Scott, sur laquelle il y a 150 personnes qui travaillent l'été. Donc à l'arrivée, j'ai pu les rencontrer. Mais oui, il y a des moments de découragement. Après, ils font partie intégrante de l'aventure. Évidemment, quand on se lance tout seul dans un tel défi, ça va pas être rose tous les jours, mais les moments positifs, les moments de haut sont très hauts et les moments de bas sont plus difficiles à gérer. Mais je crois qu'il faut s'être beaucoup entraîné, beaucoup s'être préparé. Et quand on part justement avec cette envie très profonde d'atteindre le pôle Sud, et bien finalement on arrive à trouver des ressources intérieures pour continuer d'avancer même quand c'est difficile. Je voudrais qu'on parle d'un autre glacier qui passe totalement sous les radars. Hein. C'est au Tadjikistan, c'est le glacier Fedtchenko. Ouais. Parlez-nous de ce glacier un peu oublié. Alors le glacier Fedtchenko, c'est un glacier sur lequel je me suis rendu donc, il y a 1 an et demi maintenant avec un écrivain voyageur qui s'appelle Cédric Gras, qui est spécialiste de l'espace post-soviétique. Et c'est lui qui m'a soufflé le nom de ce glacier Fedtchenko. Le glacier Fedtchenko, c'est le plus long glacier de montagne du monde. Donc il fait 80 km de long. Et il a la particularité d'alimenter tout un tas de fleuves en aval de ce glacier, en Asie centrale, dans les montagnes du Pamir, et qui donnent accès à tout un tas de millions d'habitants, accès à l'eau. Et ce glacier, il alimentait une mer qui s'appelle la mer d'Aral, qui a été asséchée pour des raisons économiques et politiques dans les années 80. Et donc on est parti de ce drame écologique pour remonter les sources de ce glacier, donc ce glacier Fedtchenko, et raconter un petit peu l'histoire de l'accès à l'eau dans une zone qui est très désertique. Donc on en a fait un film qui s'appelle Fedtchenko, le glacier oublié. Et l'idée, c'était de montrer ce qui peut advenir quand les ressources hydriques sont mal gérées, pour, encore une fois, essayer de sensibiliser à la fois nous, les Français, de notre usage de l'eau, mais aussi sur place, puisqu'on a fait une version aussi en russe et en ouzbek et en tadjik. Et là-bas, des rencontres également, j'imagine, des personnes qui vous racontent aussi l'histoire de ce glacier passé aujourd'hui. Oui, absolument. Il y a une base scientifique qui s'appelle la base Gorbounov, qui est aujourd'hui abandonnée, mais il y a tout un historique. Ce glacier, il est étudié aujourd'hui avec des satellites, avec des bases météo qui sont automatiques. Mais à l'époque, les scientifiques allaient dans ces bases pour faire des relevés météo. C'était l'époque de la grande URSS, où les scientifiques partaient comme ça pendant 1 an pour faire des relevés météo, mais on n'était pas les premiers à partir sur ce glacier. Mais aujourd'hui, voilà, il est loin, il est perdu, il est dans les montagnes. Et si l'eau, aujourd'hui, elle coule pas du ciel puisqu'il pleut jamais, mais elle coule des montagnes, puisque voilà, les glaciers sont des rivières de glace et alimentent tout un réseau de fleuves et de rivières. Alors, malgré le contexte géopolitique, est-ce que les scientifiques arrivent tout de même à travailler, à coopérer ensemble, hein? Parce que très souvent, dans ces bases, ce sont des équipes internationales. Hein. Alors, en Antarctique, il y a un traité qui s'appelle le traité sur l'Antarctique et qui stipule que l'Antarctique est une terre dédiée à la science et à la paix. Donc aujourd'hui, il y a une vraie coopération scientifique internationale pour la recherche polaire. Nous, les Français, par exemple, on a 2 bases scientifiques, une qui s'appelle Dumont-d'Urville et une autre qui s'appelle Concordia, et qui est partagée avec nos amis italiens. Donc il y a une vraie coopération. En Arctique, il existe aussi plusieurs bases. Pour le cas précis de la base Gorbounov au Tadjikistan sur le glacier Fedtchenko, celle-ci, elle est à l'abandon aujourd'hui et je ne maîtrise pas la coopération entre les scientifiques dans cette région précise, mais en tout cas pour ce qui est du polaire, oui, il y a une vraie coopération. Il y a un roulement qui se fait il y a un passage de relais qui se fait, comment ça se passe? Oui, absolument. Les scientifiques, eux, travaillent sur le terrain toute l'année. L'Antarctique n'est peuplée que par des scientifiques dans des bases. Il y a 5000 scientifiques pendant l'été austral qui vivent en Antarctique et eux se relaient effectivement toutes les saisons polaires. Il y en a qui font des hivernages, c'est-à-dire qu'ils restent tout un hiver en Antarctique, et d'autres qui viennent juste pour l'été, mais il y a des roulements, bien sûr. Comment le corps humain accuse ces régions, en tout cas ces conditions climatiques
Dans les bases scientifiques, ils sont plutôt dans des bonnes conditions puisqu'ils ont accès à un confort Enfin, ce qui est manque de lumière relatif. pendant 6 mois. Ouais, alors pas simple. Alors après, ils ont la lumière en permanence pendant l'été, donc c'est vrai que c'est une autre manière de vivre. Le corps s'adapte dans ces bases scientifiques. Encore une fois, ils ont du confort pour pouvoir survivre à ces conditions-là. Mais c'est vrai que l'hiver, au pôle sud, en moyenne, il fait moins 65, moins 70 degrés. Donc les sorties dehors, elles sont courtes et pas très fréquentes. De mon côté, quand je suis allé donc sur cette dernière expédition sur la banquise arctique, il a fait moins 25, moins 30. Donc il faut être rompu quand même à cette vie de plein air. Moi, je me suis gelé d'ailleurs un petit peu le bout du nez, rien de très grave, mais il faut savoir s'équiper, s'habiller, s'alimenter, éviter de transpirer. Dès qu'on transpire, on va mouiller ses vêtements qui vont geler quand on va s'arrêter. Donc ça demande un entraînement rigoureux. Donc vous restez au niveau des glaciers ou est-ce que vous allez vous ouvrir à d'autres contrées? C'est quoi la prochaine expédition? Les prochaines expéditions, je reviens tout juste d'une aventure, donc je ne me suis pas encore projeté dans les suivantes, mais moi je vais rester sur l'univers des glaces. Les mondes polaires, ils sont en première ligne du réchauffement climatique. C'est des mondes, moi, qui me fascinent, c'est des mondes qui font rêver beaucoup de gens autour de nous, et donc comme ils sont emblématiques, j'ai bien envie d'essayer de continuer à porter leur voix, et donc il y aura d'autres expéditions en Arctique et en Antarctique, ça je peux vous l'assurer. Merci Mathieu Torder d'avoir partagé ce moment avec nous.